Bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un domaine extrêmement important parce que ce domaine concerne la vie de nous tous. Quand vous êtes chez vous, nous avons tous les jours ici des messages nécrologiques. Nous perdons des enfants, des femmes, des amis, des compatriotes parce que simplement ils n'ont pas pu accéder aux soins de qualité. Nous le savons parce que dans nos familles, c'est la tragédie, on vous appelle, on vous dit, il lui fallait simplement arriver à l'hôpital, mais l'hôpital nous exigeait des moyens et nous n'avions pas ces moyens. Le temps que la famille se réunisse, la personne que l'on voulait sauver a rendu l'âme. Chacun de nous a vécu cette tragédie. Une des choses majeures qui s'est en tout cas déclarée comme un pas en avant dans cette législature qui vient de s'écouler, c'est que les autorités de la République ont décidé de lancer la couverture de santé universelle. C'est une décision majeure et je pense qu'elle est en profonde rupture avec le passé et si elle s'établit comme il faut, elle devra nous aider à éviter ce que je venais de dire tout à l'heure, des tragédies évitables. Par cette couverture de santé universelle, ça implique que tous les Congolais, tous les citoyens, sans distinction, puissent accéder à des services de santé de qualité, notamment les soins préventifs, les soins curatifs, et des réadaptations et palliatifs. Cela signifie que les services de santé doivent être disponibles géographiquement, financièrement et culturellement, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque individu. Ça, c'est ce que la loi, c'est ce que la volonté des autorités dit. Mais il faut quand même qu'ils accèdent à des médicaments. Les médicaments, c'est quelque chose d'autre, c'est encore une autre filière. Ce soir, nous ne sommes pas encore entrés profondément dans les soins, c'est d'abord dans les médicaments. Et les médicaments, c'est les pharmaciens. Alors, quelle est la position du pharmacien face à cette obligation de la couverture de santé universelle? Voilà les sujets que j'aborde avec vous ce soir, parce que j'ai la chance ce soir, de recevoir un des grands pharmaciens de notre pays, M. Gauthier Unzola Bangala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un pharmacien, donc formé, et dans certaines pratiques, comme dans les pays francophones, je vous appellerai docteur. Exactement. Oui. Alors, vous avez été trésorier honoraire au Conseil des droits des pharmaciens. Vous êtes administrateur de société, vous êtes aussi animateur des séminaires, donc vous êtes quelqu'un qui avait la notion et la volonté de transmettre. Vous êtes donc, vous faites des séminaires sur le numérique, Oui. et alors vous faites des séminaires sur la gestion et la législation pharmaceutique, Exactement. et vous travaillez vraiment à l'INEKIN. Vous êtes donc, on peut encore dire, un chercheur dans le domaine de la micronutrition. Exactement. Alors, je suis content de vous recevoir parce que je vous connais quand même un peu depuis de longues années et c'est quand même rare que quelqu'un reste dans un même métier pendant aussi longtemps, au même poste. Quand les gens sont sur le boulevard et qu'ils sont dans une des meilleures pharmacies, ils vous trouvent 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Comment vous faites? Exactement. C'est un service de proximité. Oui. La pharmacie, c'est le poste le plus avancé de la santé. Vous venez sans rendez-vous et le pharmacien vous reçoit pour vous servir en termes des informations et conseils pharmaceutiques et aussi en termes de besoins en produits de santé qui peuvent être des médicaments, des matériels, tout ce qui tourne autour de la santé, produits de soins. Ça serait peut-être étonnant que les gens se posent la question de se dire comme pourquoi il y a des brosses à dents dans la pharmacie, parce qu'il y a des gens qui saignent des gencives, donc s'ils achètent des brosses à dents ordinaires, il y aura de problèmes. Pourquoi il y a des parfums dans la pharmacie? Mais parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. Donc tout ce qui concerne la parapharmacie, c'est-à-dire diététique, cosmétique, médicale, nous revient. C'est pour cela que vous le trouvez aussi dans nos rayons. Et en plein, vous avez le pharmacien qui vous oriente vers les autres prestataires qui sont des professionnels de la santé qui vont s'occuper de vous. C'est pour ça que je dis que la pharmacie, c'est le poste le plus avancé
Mais on a parfois l'impression que, bon, les habitudes des patients, les patients parfois bypassent le médecin et vont se faire consulter par les pharmaciens. Il arrive, il dit, bon, j'ai mal à la gorge, vous lui prescrivez directement, vous lui donnez un médicament. Oui, mais parce que vous avez l'officine, c'est le cabinet du pharmacien. Moi, je suis pharmacien d'officine, et donc c'est mon cabinet. Et le patient qui arrive à la pharmacie, peut-être qu'il n'a pas de pharmacie familiale, peut-être qu'il n'a pas de trousse de premiers soins. Donc, vous avez la possibilité de faire une automédication pour les premiers soins. Quelqu'un qui a des mal de tête, quelqu'un qui est brûlé à la maison, quelqu'un qui a un petit problème d'irritation ne va pas attendre de voir un rendez-vous chez le médecin ou même s'il va chez le dentiste, il doit passer peut-être chez le pharmacien qui l'oriente, qui le conseille. Aux heures où vous avez dit, le pharmacien assume ses responsabilités. Mais vous devez quand même avoir quelques frictions avec les médecins qui estiment que vous délivrez les médicaments sans ordonnance parfois. Et il y a des médicaments, les anglo-saxons appellent ça over the counter. Donc les médicaments ne sont pas tous classés dans la même catégorie. Et même nous, là, nous disposons des 6 liste des groupes des médicaments. Je vous ai dit que j'enseigne à l'université de Kinshasa les séminaires sur la législation pharmaceutique, mais pour la patientèle, les patients doivent savoir qu'ils doivent avoir à la maison de l'ouate, de l'alcool, des médicaments pour les premiers soins. Il ne faut pas attendre et venir chez nous, ça c'est important. Ce qui concerne les médecins sont les spécialistes du diagnostic. Leur travail, c'est de pouvoir déterminer la maladie, c'est quoi, et dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le protocole à faire pour la prise en charge du patient. Mais nous, par contre, l'objet de notre formation, c'est d'apporter les remèdes. Pharmacon, ça veut dire je soigne. Et donc, les remèdes commencent par l'assiette. Alors, le pharmacien, c'est un peu dans la légende, c'est un peu cet alchimiste, un peu sorcier. Dans la légende, c'est quelqu'un qui a des produits, il est un peu entre les tradis modernes, extrait tout ça, parce que vous fabriquez les médicaments. C'est bien dit, parce que dans l'historique, il y a, même ce que vous dites là, il y a les guérisseurs. Oui. Et le féticheur. Et d'ailleurs, dans notre culture, le guérisseur, c'est celui qui vous consulte. Quand vous l'appelez, il vient chez vous, il vous donne les remèdes et il attend que vous soyez guéri pour que vous puissiez donner un symbole. Donc, oui. Mais par contre, le féticheur, c'est vous qui allez chez lui pour qu'il vous donne les boangas, qu'il vous donne... Il vous donne les fétiches, ça peut être des amulettes, oui, mais vous payez. Donc il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie, c'est de l'argent. Nous, la contrepartie, ce n'est pas de l'argent. La contrepartie, c'est ma réputation d'avoir guéri la personne. Merci beaucoup, docteur, d'être là avec nous. Évidemment, parmi les éléments, évidemment, le pays n'a pas encore vraiment tout mis en place en ce qui concerne la couverture de santé universelle. Mais un des aspects que nous avons vu cette année, il n'y a pas longtemps, le président de la République avait déclaré que désormais, la maternité serait gratuite. Cette maternité, parce qu'on a quand même remarqué qu'il y avait une mortalité infantile et maternelle extrêmement élevée par les conditions d'accès aux soins pour les accouchements. Alors, nous avons, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous avons fait un petit micro-baladeur sur la gratuité de l'accouchement. Qu'est-ce que les Congolais et les Congolaises en pensent? Suivons. C'est pas une honte. C'est pas une honte pour bateau ba mailler l'été. Arobando bota ne kaka pour maternité za gratuit. Ozoyoka. Azobota zo calculer que nazo bota pona lie sabana nini pona lie nini. Bakobanda ka ko bota. Ozomona ngana sepe na ngana eloko wana gratuité à maternité. Ngana moni kota malamu te. Soki kaka mobali abali mwasi. Il faut déjà me sentir capable que moi seul na bali na kozoya en charge. So comme ya bazo sundola wana so sundola yango yako bando bota ka po bande ko bazo la recharge. Ozomona.
Oui, c'est une très bonne initiative en tout cas parce que je suis maman bénéficiaire de cette gratuité. Parce que mon deuxième fils est né avec la gratuité de la maternité. Angalier m'a clinique à Gombe. On n'a rien payé du début à la fin. Et c'était bien. Pour ça, je remercie le chef de l'État qui a pensé à cette gratuité. Mais seulement, il faudrait que ça soit accompagné par le paiement des infirmiers surtout. Parce que lorsque mon fils est né, bien sûr, c'était gratuit. Mais l'hôpital avait été en grève. Les médecins, les infirmiers surtout étaient en grève. Alors, il faudra que ceux qui ont pensé à cette idée d'associer les moyens et les médicaments à cela. Sinon, ça risque d'être chaotique, c'est-à-dire vous venez pour l'accouchement, tellement qu'il n'y a pas de subvention de l'État, bon, les infirmières grèvent et ne veulent plus assister les choses enceintes. Là, ce sera de mort, de perte de vie. Alors, c'est bien que le gouvernement aussi fasse le suivi, c'est-à-dire en donnant tout ce qu'il faut donner au corps médical pour que cela puisse bien se dérouler. Nayambi yango na sepeli nango eza moko ya malamu na makanisi ya chef de l'État na biso mais ake nango musika abeta pe sete na ba docteur na ba infirmier na bato nyonso eza te ke mwa négligence moko ekota bamona yango bien te loko eza eloko moko eza gratuit que mutu aye te ndeti ka moko eza ya césarienne ba rapidité no ba sauver mutu wana te batala na mbongo te ndeti nga moko nanu de premier que na mwasi nando koto na ndako kosala kilo ndeti bato oyo ya bamese mpe wana na banomona négligence oyo ezalaki ke mpo na bino bato bozala mbongo na bango basoignaka biso ndenge moko te eza bien eza ide moko ya malamu batambola wana ndenge ya bien ndeti gratuité ya école primaire na baekole mingi ya bien ebebi mpo nini baenseignant bazonéglige yango baomona eloko mwa bien so oyo azopesa bango oyo ya bango mpe baosunga biso ekoki malamu. Voilà, nous revenons ici sur ce plateau, les points de vue partagés, mais pour l'ensemble, les gens ont accepté, mais en disant effectivement qu'il faut tenir compte des médecins et des infirmiers. Mais moi, je voudrais vraiment que l'on puisse aborder la question directement avec vous par rapport aux pharmaciens. Vous allez réagir et puis vous allez répondre à ma question. Oui. Comment la couverture universelle, la couverture santé universelle, comment est-ce que vous l'abordez en tant que pharmacien? Elle s'impose à vous de quelle manière? J'aimerais d'abord donner un éclaircissement. Oui. Nous sommes partis du programme, disons, du système de soins de santé primaire. Oui, le système de soins de santé primaire faisait en sorte que nous avons 3 niveaux. Le niveau au niveau périphérique, le niveau intermédiaire, le niveau central. Au niveau central, il y a les décisions qui sont prises pour qu'on puisse apporter la prise en charge des patients. Vous avez parlé en début de notre émission de ce que la couverture santé universelle apportait. Pour les fonctionnaires, peut-être qu'ils peuvent se souvenir qu'à l'époque, il y avait les cartes des ayants droit qui leur permettaient d'accéder aux soins de santé. Je le dis entre guillemets, gratuitement. Ils étaient pris en charge par des hôpitaux, là où ils étaient affiliés en fait. Voilà, aujourd'hui aussi, il y a dans les privés les mutuelles de santé et les assurances pour lesquelles les gens souscrivent. Mais il ne faut pas que ça soit de l'arbitraire et des désordres. La couverture santé universelle n'est pas le propre de la RDC. C'est l'OMS qui a demandé, au vu des pathologies émergentes et réémergentes, vous avez donné des indicateurs des taux de mortalité materno-infantile, ainsi de suite, qui font que pour une meilleure prise en charge de la population mondiale, il faudra que les gouvernements s'engagent à pouvoir assurer la couverture santé universelle. Je dis universelle, ça veut dire tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu. Voilà, tout celui qui est malade doit être capable de se soigner. Tout le monde doit adhérer à ce système. Ça veut dire qu'il faut un dénombrement de la population. Parce que ça bénéficie d'abord aux nationaux. Les expatriés qui vivent chez nous devraient souscrire aux assurances. S'il y a
réciprocité avec les autres pays, comme nous sommes dans des communautés régionales. Si ils le font chez eux pour voilà, nous, on peut le faire pour eux ici. Voilà. Sous d'autres cieux, comme en Europe, il y a ce qu'on appelle la carte vitale. Et cette carte vitale-là vous couvre dans les 27 pays de l'Union européenne, par exemple. Et vous avez des soins, en termes de kits de soins. Je m'explique. Quand il y a une pathologie, donc il y a une maladie, par exemple le paludisme, on se dit, quand il y a un épisode de paludisme, qui sont les intervenants? On a les prestataires qui sont là-dedans. Vous avez la détermination de cette pathologie. Pour dire que c'est du paludisme, il faut passer par les labos. Mais pour que vous y allez au laboratoire, il faut être consulté. Par un médecin. Soit un médecin, soit un infirmier. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité de se faire tester en pharmacie. Oui, donc des tests de diagnostic rapide qui orientent si vous êtes tropho positif. Maintenant, le degré de pathologie dépend des examens complémentaires pour dire qu'il s'agit de telles maladies, malaria, comme vous dites, malaria, 1 croix, 2 croix, 3 croix, pour déterminer les médicaments qu'il faut donner. Mais en première intention, vous venez à la pharmacie, quand on vous teste, on trouve que vous êtes positif, en principe, on ne vous donnerait pas d'emblée les médicaments. Mais comme nous sommes dans une région endémique et qu'il y a risque de pouvoir développer rapidement la maladie, on vous donne les médicaments de première ligne. Ce sont les ACT. Mais on vous oriente, en principe, dans une formation sanitaire. Dans une formation sanitaire, ce qu'on appelait avant des dispensaires. Pour que vous y alliez avec l'infirmier qui est là, parce que nous pensons aussi qu'en milieu rural, on n'a pas toujours les médecins. L'infirmier qui est là vous reçoive et peut déterminer qu'il s'agit d'un palud simple. On vous donne les médicaments de prise en charge. Je suis dans le volet des médicaments. Dans le volet des médicaments, vous avez les médicaments qui constituent les kits de cette pathologie-là. On a suivi les cas des accouchements, mais dans le cas des accouchements, la prise en charge commence parce que les femmes appellent péjorativement elle va en consultation prénatale. Donc, je précise déjà aux mamans de ne pas attendre d'être à terme pour aller dans une formation sanitaire ou dans un hôpital parce que vous n'êtes pas enregistré. Vous allez en urgence, donc la procédure est tout autre. Pour la gratuité, il faut que vous commencez déjà à être pris en charge à partir de vous connaît. Voilà, des consultations. Mais docteur, dans cette gratuité, vous allez continuer. Oui. Les médicaments sont gratuits, si je comprends bien. Les médicaments font partie de l'arsenal de la prise en charge. Nous parlerons de la gratuité parce que le bénéficiaire ne paye rien. Non. Le bénéficiaire, je fais la tautologie, bénéficie d'un coefficient modérateur qui fait que la couverture peut être à 100%. Vous parlez vraiment comme un savant là aujourd'hui. Essayez un peu d'alléger votre discours pour que les gens comprennent à peu près ce que vous voulez dire. Exactement, je suis avec la population, merci beaucoup. Quand il s'agit de coûts de l'accouchement, disons que dernièrement, les coûts d'accouchement arrivaient à $50, plus ou moins. Au taux de 2500, c'était 125 000 francs. Et d'ailleurs, quand vous allez accoucher chez les hôpitaux des sœurs religieuses, c'était 50 000 francs. Mais les personnes qui y allaient étaient de l'accessibilité économique faible. Et donc, ce sont les partenaires qui complétaient à la prise en charge de ces personnes qui ne disposaient pas des moyens financiers conséquents pour qu'ils aient des enfants.
Je suivi la première intervenante qui a été... Elle était contre, elle a dit que... Oh oui, je comprends bien encourage... son point de vue. Elle a vu seulement la couverture du côté final. En aval, ce sont les naissances. Mais en amont, il y a toute une batterie de programmes, comme par exemple le programme de la santé de la reproduction. On rappelle, au niveau du ministère de la Santé, nous disposons de 52 programmes qui s'occupent des différents types de besoins en santé. Il y a un programme pour la santé de la reproduction où on donne l'éducation aux dames pour espacer les naissances, parce que les naissances trop rapprochées aussi créent des risques aux dames qui peuvent succomber après l'accouchement. Donc, en ce point de vue-là, Madame doit s'apaiser en se disant que Baobo n'a pas en pamaté. Il y a un programme de planning familial. Même les gens qui sont très loin en périphérie, on leur donne des méthodes de contraception qui sont diverses. Elle évoquait l'idée que, bon, oui, mais c'est ça que je réponds. Comme il sait que ça ne va pas coûter, il en gros, il s'en va. Non. Nous sommes dans une société de droit. Même tout le monde a droit à la santé. Et même nous, les pharmaciens, la Constitution prévoit, à l'article 202 et à l'article 204, souffrez que, comme j'enseigne la licence pharmaceutique, qui parle de l'exercice de la pharmacie et aussi du commerce des médicaments. C'est laissé à nous, les pairs, de pouvoir proposer au niveau du Parlement, les deux chambres, des projets de loi relatifs à l'exercice de la pharmacie et au commerce des médicaments. Justement pour éviter, l'usage irrationnel des médicaments. Et même maintenant, là, nous disposons d'une autre loi. À part la loi de 33, mais il y a une loi récente, la loi de 2018 sur les fondamentaux de la santé, qui est une loi organique, qui organise même les relations entre les prestataires et les bénéficiaires. Donc, nous là, les prestataires, je viens maintenant au niveau du deuxième intervenant, qui disait qu'il faut s'occuper des infirmiers. Non, il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre les mauvaises pratiques. De dire que, bon, moi, si nous avons battu, il y a fait les mekipenga. Non, l'infirmier, oui, le pharmacien, doivent être rémunérés par le fait que s'il y a une cagnotte qui arrive, s'il y a des primes qui arrivent, les honoraires des infirmiers, des pharmaciens, des médecins doivent être libérés s'ils sont en public et même s'ils sont en libéral. Il n'y a pas de patients qui sont des patients du privé ou de l'État. Nous avons prêté serment pour que nous puissions sauver l'humanité. Nous allons suivre un médecin, docteur Franck Moubeya, à qui nous avons posé des questions sur la même problématique. Et d'ailleurs, vous allez le suivre, il va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Suivons. Comment la gratuité, c'est pas chez nous. Je commencerai d'abord par définir la gratuité, c'est quoi. Donc, d'une manière simple, la gratuité, c'est l'administration de soins pré, per et post-accouchement gratuitement, donc sans rien payer. C'est ça la gratuité. Comment ça se passe chez nous? Bon, je peux dire pour le moment que la gratuité se passe bien. Ça vient de commencer. Je peux pas dire que ça se passe très bien, je peux pas dire que ça se passe moins bien, mais ça se passe bien parce que nous avons des femmes qui viennent ici, qui accouchent gratuitement et sans rien payer, et ils sortent, ils rentrent à domicile en bonne santé, et voilà. Et là, je voulais vite corriger, ce n'est pas l'hôpital qui prend en charge, c'est le gouvernement qui prend en charge les soins médicaux des femmes enceintes. Tel que je venais de le dire, avant, les soins étaient pris en charge par la patiente elle-même. Et on a constaté qu'il y avait
un problème d'accessibilité. Il y avait plusieurs femmes enceintes qui ne parvenaient pas à joindre les structures hospitalières et comme conséquence, la mortalité maternelle était très élevée. Et pour améliorer cette situation, on a rendu les soins de santé de la femme enceinte accessibles. Donc, cette femme qui vient à l'hôpital portant une grossesse et ne paye rien. La consultation est gratuite. C'est toutes les consultations qu'on appelle les consultations prénatales, c'est gratuit. Tous les examens qu'on va faire gratuits, l'échographie gratuite, l'accouchement gratuit et les soins post-opératoires, post-accouchement gratuits aussi. Ah, il ne faut pas dire que le médecin ne va pas recevoir son argent parce que dans la gratuité, on n'a pas banni les honoraires de médecins. Là, je voudrais bien souligner. Je le répète, c'est le gouvernement qui prend en charge le soin de la femme enceinte. C'est le gouvernement qui prend en charge. C'est vrai, c'est un forfait que le gouvernement donne aux prestataires. Donc là, je souligne, ce n'est pas gratuit. La gratuité pourrait perturber ou perturber la qualité de soins si tout ce que nous devons avoir besoin n'est pas disponible, parce que nous avons besoin des médicaments, comme vous voulez de nous dire, le médicament que la patiente a acheté, et ça doit être disponible, et c'est le gouvernement qui doit disponibiliser, et les prestataires doivent aussi être rémunérés, donc ils doivent avoir leurs honoraires, et ça aussi c'est le gouvernement qui doit disponibiliser. Donc la qualité de la gratuité peut être perturbée si seulement si le prestataire n'a pas tout ce qu'il faut pour qu'il puisse rendre un travail de qualité. Mais pour le moment, je ne saurais rien vous dire par rapport à ça parce que nous sommes vraiment au début et qu'on doit vraiment faire une évaluation pour qu'on puisse voir. Mais sinon, il y a le bénéficiaire qui témoigne déjà, quand vous suivez dans les médias, il y a déjà des bénéficiaires qui témoignent que c'est une bonne chose, ça marche, c'est bien, donc tout ça. Voilà, merci. Tout ce qui a trait à l'accouchement est inclus dans la gratuité. La prise en charge du bébé, je crois, c'est jusqu'à 1 mois. C'est gratuit. Et la banque, si la femme qui accouche bien, qu'on doit opérer, faire une césarienne, doit bénéficier d'une transfusion, donc la banque du sang est gratuite, on doit donner les sangs. Il y a le laboratoire qui est gratuit si on doit demander les examens. Et cette gratuité est compensée par le gouvernement. Je souligne bien. Voilà, je sais que chez nous, la gratuité a commencé au mois de septembre. Je crois que le prestataire vont bénéficier bientôt de tout ce qu'ils ont produit en rapport avec le mois de septembre. Octobre, c'est déjà en cours, ça je vous précise. Et c'est vrai, vous voyez, quand on dit que la chose est gratuite, il y a le nombre qui augmente et quand le nombre augmente, la facture augmente aussi. Donc c'est vraiment une charge auprès du gouvernement et il doit répondre par rapport à ça. Mais je pense qu'à la lueur au vent des choses, nous pensons que tout sera régularisé. Vous voyez, le début a toujours été un peu difficile. Vous voyez un peu comment est-ce que nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement aussi, et les gens ont parlé, tout ce que les gens faisaient comme des remarques, c'était transformé en solution auprès du gouvernement. Voilà, donc ce que je voulais dire, tout ce que les gens pourront faire comme remarque maintenant concernant la gratuité, je pense que ça va arriver auprès des autorités et ils vont y remédier. Je pense que les choses dans l'avenir seront mieux. Voilà, le docteur Franck Moubeya a été clair et je vous pose directement une question. Il a dit que tout ce qui est disponible, tout ce qui est nécessaire, notamment les médicaments, doivent être disponibles. D'où viennent ces médicaments? D'où viendront ces médicaments? Je crois que vous avez suivi l'actualité. Je reviens à ce que son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, avait dit. 60 à 80% des médicaments en circulation
dans notre pays seraient des faux médicaments. Simplement parce que le système de santé qui est opérationnel, c'est un système qui est défaillant. Il faudra remettre en question, je le salue parce qu'il a eu le courage de remettre en question cet état des choses. Et deuxièmement, il faudra pouvoir approvisionner les médicaments dans notre pays. D'où viendraient ces médicaments? Mais le médicament devrait venir pour les services publics, des circuits publics officiels, et pour les services privés, des services privés contrôlés par les services publics et bien réglementés, de sorte que quand on donne les médicaments gratuitement, que ça ne soit pas de la camelote, que ça ne soit pas des médicaments de basse qualité, que ça ne soit pas des médicaments qui ne respectent pas les normes. Et nous, en tant qu'ordre des pharmaciens, nous y veillons. Parce que déjà, à la formation des pharmaciens... Mais vous y veillez avec 60% des médicaments, des faux médicaments. Vous non. y veillez comment? 60-80% des médicaments? Ça, ce sont les statistiques. Oui, mais comment vous y veillez? Comment est-ce qu'on est arrivé à une telle catastrophe? On est arrivé à une telle catastrophe parce que le système est délabré. Voyez vous-même, nous disposions du dépôt central médico-pharmaceutique DSMP qui est tombé en faillite. C'est-à-dire, ce sont les privés qui ramènent les médicaments au pays et le foie, ce sont beaucoup de circuits parallèles. Vous avez des structures où les pharmaciens veillent au contrôle des qualités des médicaments, mais quand vous parcourez nos villes, vous parcourez nos agglomérations, vous trouvez des boutiques que nous appelons des boutiques de la mort parce que les prestataires qui sont là-dedans ne sont pas des prestataires attitrés. Et nous, au niveau de la faculté, nous formons les pharmaciens qui, en fait, sont des gestionnaires des médicaments. Non seulement qu'ils produisent les médicaments, mais je vous ai dit que nous animons des séminaires et nous animons des formations en gestion, en numérique et en licence pharmaceutique pour que les pharmaciens puissent avoir en base, dès qu'ils ont leur diplôme de master de pharmacien, ils peuvent faire même le MBA pour pouvoir je comprends tout gérer. Ça. Revenons un peu à quelque chose. Vous savez, ça ne parvient pas à passer. Hein? Allez-y. Je ne parviens pas à avaler, ça c'est compliqué. Mais ce n'est pas vous. Mais vous allez simplement ici un peu prendre la place de tous. Oui. Alors, je sais que il existe des industries pharmaceutiques locales. Des gens qui ont investi dans le secteur des médicaments. Exact. Et qui produisent des médicaments localement. Oui. Qui sont donc en train de respecter toute la filière et les chaînes de valeur. Je sais aussi qu'il y a une disposition de la loi qui veut qu'on ne peut importer des médicaments que si localement on ne peut pas les produire. Est-ce que cette disposition est respectée? Disposition concernant les médicaments essentiels. Et d'ailleurs, le ministre à l'époque, Bongeli, avait pris un arrêté sur 27 médicaments de base qui pouvaient être importés que lorsque nous sommes en dépassement et que l'industrie locale ne peut pas produire. C'est fait, c'est couvert avec des autorisations de mise sur le marché. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont des spécialités, mais qui ne le sont pas. Vous avez un médicament, je donne le nom scientifique, les gens connaissent, c'est le paracétamol. Mais vous avez plusieurs variantes du paracétamol qui sont produites par l'industrie locale. Donc là aussi, ou qui serait importé. Il faudra que... Mais il y a l'OCC qui existe. L'OCC... Et il y a même la 4e direction, je me rends pas bien. Maintenant, il y a la COREP, donc l'agence de régulation pharmaceutique qui existe. Ça aussi, c'est pour être à jour par rapport aux recommandations de l'OMS. Votre question, elle est fondamentale. Comment est-ce que nous pouvons juguler cette crise où il y aurait des médicaments en circulation en majeure partie? Faisons le 20-80. 20% des médicaments qui couvriraient les 80% de la population en besoin, et que ce soit des médicaments de qualité. Je vous ai parlé de la loi organique de 2018, mais maintenant en gestation, il y a aussi
le système national d'approvisionnement en médicaments, puisque nous avons un programme d'approvisionnement en médicaments qui appuie le ministère de la Santé. C'est un des services du ministère de la Santé, mais il faut qu'il y ait un système national d'approvisionnement en médicaments comme c'était d'abord à l'époque coloniale et même à l'époque de DCMP. On ne va pas ressusciter DCMP dans sa structure comme elle était, mais on devrait centraliser les approvisionnements. L'État devrait être un organe de régulation où vous avez d'une part les publics et les privés. Parler de la production locale et parler des importations pour que tout soit filtré. Il faut mettre un filtre qui permette à ce que les médicaments qui arrivent passent entre les mains des véritables professionnels. Dans le cadre de cette gratuité pour les accouchements, l'État a confié à qui le soin d'importer ou de fabriquer les médicaments dont il doit livrer les hôpitaux? Qui fait ça aujourd'hui? Alors, parlons des premiers kits de soins. Aujourd'hui, les premiers kits de soins, malheureusement, je le dis malheureusement, ont été couverts par le gouvernement et les partenaires extérieurs qui veillent. Il ne faut pas que ce soit les partenaires extérieurs qui veillent à ça. Il faut que le gouvernement mette en place des structures. Il y a le système national d'approvisionnement en médicaments et puis soit l'Office, soit l'Agence nationale d'approvisionnement en médicaments qui devrait faire ce rôle de pouvoir approvisionner les médicaments pour maintenant approvisionner les formations médicales qui vont donner gratuitement ces médicaments-là. Je répète, les médicaments qui doivent être donnés doivent être des médicaments de haute qualité. Et les médicaments de haute qualité, les coûts sont amortis par le gouvernement, puisque les individus payent leurs taxes, les individus payent les impôts. Ce n'est pas seulement pour construire les routes, mais c'est aussi pour assurer l'état du bien-être de l'agent économique qui doit produire. Alors, entre les systèmes de gratuité, parce que les gens sont dépourvus, et le système des mutuelles, la mutuelle de santé ou l'assurance, bon, on peut vous demander de conseiller le gouvernement. On aurait mieux fait de faire des assurances ou les mutualités ou garder simplement la gratuité? Moi, en tant que pharmacien, je soutiendrai ce pilier. Je peux parler des prestataires, je vais parler des infrastructures et je parlerai des intrants. La charge de l'État, c'est de pouvoir mettre en place des structures, donc des infrastructures, soit publiques, que l'État renforce les capacités des industries étatiques ou même au niveau des formations médicales pour que à l'hôpital même on puisse produire. Vous savez que pour le moment il y a une carence de poche et on n'a pas... de sang. Non, pas de poche de sang, mais on n'a pas de solution physiologique en quantité. Donc, ce n'est pas normal que les patients pour qui on doit faire des perfusions puissent courir dans des pharmacies privées pour chercher de l'eau, pour perfuser les gens. Ce n'est pas normal. Vous voyez les besoins en perfusion, justement parce qu'il n'y a pas de poche. Si on peut, peut-être je ne spécule pas, mais est-ce que vous avez une quantité, à peu près un chiffre en besoin de médicaments par mois ou par... Est-ce que c'est possible? La quantification des besoins vient au ministère. Je ne m'exagérerai pas de données. Moi, je suis privé. Je vois mes 10 000 habitants que je dois couvrir en tant que pharmacien. J'arrive pendant 20 ans à couvrir mes 10 000 habitants. Si vous venez à la pharmacie, je suis là 24 heures sur 24 et que vous êtes servi et satisfait. Eh bien, évidemment, la gratuité, tout à l'heure, le médecin... Le docteur Franck Moubéa nous a dit que ça commençait à peine et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire les reculs nécessaires pour évaluer. Mais ça se passe bien. Alors, nous avons interrogé aussi une bénéficiaire, quelqu'un qui a accouché de manière à bénéficier, excusez-moi la tautologie aussi, à bénéficier de cette gratuité. Nous allons suivre dans cet élément. Agent congolaise. La mona kini na zemi na zemi abandona la CP na cité la jango grossesse c'est compliqué na bina ki na mama yo ya singa yi gratuité ya mokonza mboka ezali na banga ki pete na ye
azalaki na eloko te nakomi na maternité baminganga badocteur bayambi ngai bakoti nga na maternité bakoti nga échographie kutu nasi nakotaki bango babifu babandela ya bango lisusu bakoti nga échographie gratuit basengi eloko te babisa dop gratuit basengi eloko te naza na chambre awa badocteur bazoya kolandela nga aire nyonso gratuit bazosenga eloko te bakisi gratuit. En tout cas, nazalaki na baduti ya gratuité ya mokonzi ya mboka ngai nde naza bénéficiaire nango. Moninga mwasi oza na cité oza na zemi kotepatepa te yaka gratuité ya mokonzi ya mboka na mama ye moza réalité. Bakotraite oyo na mwana suivi ya baminganga aire nyonso gratuité donc ya kosakana te. Ngai naza bénéficiaire nango papa na sepeli mpo mibali bandokima biso na césarienne. O mama ye mozalaka 5 millions. Mais nde toyeba oye na mbongo na yo lia mela ekomi mbongo na yo lia mela minganga bazopesa kisi minganga bazotuna pasi wapi olali wapi ozoyoka nini pasi donc mokonzi ya mboka nzambe alola apambola yo na miniti okobala ata kimi na obanga te mposo na sisi traitement na nga na bana na kokanga bamapasa oyo baci beton na mama Denise nake na bango ndako moto akotuna nga mbongo aza te nde naza awa. Voilà le témoignage d'une maman. Peut-être que l'on ne se rend pas compte combien c'est important, combien ce qui a été fait vient de régler non seulement une difficulté majeure dans la société, mais surtout aussi combien ça demande du respect de l'être humain. Nous sommes tous égaux devant la loi et nous devons tous bénéficier des choses comme la santé. La santé ne peut pas être un luxe réservé à quelques personnes et à d'autres c'est un calvaire. Nous revenons donc à vous. Nous comprenons que ce n'est pas aussi simple, hein, la mise en place. Mais en même temps, j'espère que si vous avez le même sentiment de participer à quelque chose de profondément humain, de profondément généreux. Tout à fait. D'abord, le droit à la santé garanti par la Constitution. Notre pays n'est pas en marge du développement. Ça a toujours été un souci pour nous d'avoir les indicateurs de santé qui varient au positif. Parce que nous avons les indicateurs d'État pour parler de l'état de la morbidité, de l'état de taux de mortalité infantile ou maternelle, mais nous avons aussi les indicateurs des déterminants de la santé, comme par exemple les infrastructures, l'accès aux services dans le public ou comme dans le privé. Le peuple d'abord. Puisque c'est le peuple d'abord, l'état des droits. Bénéficier des soins de santé, c'est un droit. Et l'État y va par des kits de soins dans les besoins sociaux de base. Même ailleurs, vous payez ce qui est, disons, vous bénéficiez de la couverture de ce qui est gratuit, mais les extras, c'est vous qui payez. Si vous demandez un soin esthétique, un lifting, tout ça, c'est vous qui payez. Mais si vous avez... Vous voulez la chirurgie esthétique voilà, mais si pour améliorer votre nez, ça voilà, c'est vous. Mais si vous avez un enfant qui a une déformation labiale avec les lèvres qui sont fendues, cet enfant-là a droit à la santé, on doit intervenir. Ce ne sont pas seulement les fondations qui doivent le faire. Aujourd'hui, la charge économique revenait aux ménages. Mais les besoins de base ont été repris en charge. Ça rentre dans le budget national pour la couverture. Vous avez vu, le docteur Franck a dit, les bénéficiaires, ce ne sont pas seulement ceux qui bénéficient des services parce que les prestataires sont là. Les prestataires doivent bénéficier aussi de cette cagnotte redistribuée au prorata des honoraires être calculés. Donc il faut payer les infirmiers, il faut payer les médecins, payer les pharmaciens, voilà. Payer tout le personnel, même celui qui établit la fiche. Il doit être rémunéré conséquemment pour que cette personne ne tombe pas dans la corruption dont nous avons parlé. Et autre chose, c'est quoi? Il ne faut pas que la chaîne des soins se rompe.
déjà là, le pilier prestataire ne doit pas aller en grève parce que pas payé ou pas satisfait. Les infrastructures, nous devons les avoir. Nous, en tant que pharmaciens, nous avons besoin des infrastructures, pas seulement des bâtiments, des équipements pour la production et la conservation et même la recherche. Vous voyez? Et puis, vous avez les produits qui ne doivent pas manquer. Donc, l'État doit assurer. L'État doit assurer, la loi est en gestation à tomber au Parlement. Je sais que nous sommes à la fin de la législature, mais c'est la continuité de l'État. Si ça n'est pas encore voté, ça doit être voté pour le système national d'approvisionnement en médicaments. Et aussi pour l'Agence nationale ou l'Office national des médicaments, ça doit exister. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va à l'hôpital, il ne doit pas manquer de seringues, il ne doit pas manquer, comme je dis, la perfusion, il ne doit pas manquer le nécessaire pour les besoins de base. S'il va au-delà, là c'est à la charge des ménages aux besoins. Donc la couverture santé universelle pour l'accouchement, c'est couvert à 100%. Depuis la consultation prénatale jusqu'à la naissance et même au-delà, c'est-à-dire les 6 premiers mois, si je ne me trompe pas, doivent être couverts par la santé universelle. En tout cas, il nous reste juste à aborder un dernier aspect, parce qu'il y a tellement de choses à aborder, mais avant que je ne puisse vous poser des questions, parce que vous êtes sur place, nous allons aussi avoir une prescription de vous. Hein? Donc, mais suivons quand même cet élément. Chacun de nous, d'une certaine manière, quand il est malade, il pense qu'il se connaît très bien, il ouvre sa pharmacie, allez, il commence à prendre des médicaments. On appelle ça l'automédication. Ouais. Suivons un tout petit peu. Oui, bon, je peux dire je peux répondre en deux volets. Premièrement, c'est que il peut déjà arriver que je tombe malade et que je vais voir un médecin. Il me donne une ordonnance et j'ai le médicament par rapport à cette maladie-là. Bon, en tant qu'humain, on se connaît soi-même. Quelquefois, on se connaît. On sait que quand je ressens tel signe dans mon corps, c'est que je suis telle maladie. Alors, des fois, l'hôpital ici au Congo est cher, des fois, surtout pour les spécialistes. Alors, on se dit, bon, je vais recourir à mon ancien ordonnance. Bon, ce qui n'est pas toujours bon parce qu'on peut aussi se tromper. Des fois, ce que le corps donne comme signe, ça peut être la même maladie que ça veut se faire avant, mais ça peut aussi être une autre maladie. Alors, ceux qui se recourent à ça, c'est peut-être pour éviter que le paye cher à l'hôpital. C'est dit peut-être que non, voilà, c'est la même maladie, c'est le même signe que j'ai ressenti. L'autre fois, j'étais à l'hôpital, alors je préfère acheter moi-même le médicament et observer. D'autres, c'est peut-être qu'il n'a pas de moyens, c'est dit, bon, je vais d'abord essayer tel médicament, ça peut passer. Et ça, bon, le grand problème, c'est aussi que c'est le problème de prix. Alors, les soins médicaux sont un peu chers à Kinshasa, alors les clients optent pour l'automédication, et si c'est grave, là, il dit, bon, maintenant, je vais peut-être aller voir le médecin. Bon, dans mon entourage, non, pas vraiment, mais je connais quand même des gens qui s'automédiquent. Les conséquences, je n'ai pas encore. Dans mon entourage, je n'ai pas de gens. Mais sûrement, il y a des conséquences parce que ce n'est pas vraiment bien de s'automédiquer, surtout quand on ignore ce qu'on le ressent. Et ça peut entraîner d'autres maladies à la suite. tosalela bakisi wana biso moko te ntango mosusu nakozala nake na mwana na hôpital une fois baprescrire ye bakomeli ye bakisi nakangi bakisi wana ozomona soki nakangi ka bakisi wana mosusu aye kobela na pesi ye bakisi me soki persiste 3 jours mwana ayoki bien te mbala moko na komemie na hôpital nazalaka so namoni ata 2 jours fièvre ezo kaka lelo asali fièvre lo basali na pesi bakisi esili te namemaka ye na hôpital toboti déjà neti nga naza na bana 5 namema déjà bana na hôpital namona bakisi bakomelaka bango kaka ozomona so nazwi kaka bakisi wana na pesi me namoni ka wana esimbi te wana ifo namemaka na hôpital nde eloko etindaka biso kaka automédication eza baconséquence ebele eloko esalaka ke tosalela yango eza manque ya moyen eza ke ta mosusu nayebi ke ndeko oyo abelaki kisi boye bikisaki ngai mpe ntango natali ke ngai na poche na ngai ta mosusu eloko eza te nalandi ka nzela ya ndeko na me eza mabe makasi ya mabe ta mosusu eloko oyo ezoderange ngai
symbole ya fièvre eza kaka te ke malaria eza ntango mosusu mpe eloko mosusu ederange menga alandi bakisi oyo ya moto ya malaria amelaki mpo anini kozanga so chef de l'état meki su kotalela biso esu kote wana atieli biso ntango mosusu mpe mwa bohôpital oyo eza ke ya l'état ekomi mpe gratuit ndenge asali maternité ekoede biso makasi jamais tokosala esu automédication wana. Voilà, vous avez remarqué, moi je suis avec vous avant que je ne vous laisse partir à pharmacie parce que vous êtes attendu certainement. Je voudrais que vous puissiez nous dire dans une maison, les mamans nous suivent et je crois que chacun de vous a pris son stylo et son petit carnet, il faut noter quels sont les produits qu'il faut absolument avoir à la maison. C'est-à-dire que parce que de toute façon, nous connaissons les méfaits de l'automédication. Mais nous savons aussi que les maladies, parfois, les parents ont une certaine connaissance. Donc, ils peuvent aussi agir par rapport à un certain nombre d'urgences. Alors, vous êtes ici. Quels sont les médicaments que chaque maison devrait avoir dans sa pharmacie de la maison? Je parlerai plutôt des remèdes. Mettons remèdes. Voilà. Vous savez que la médecine qui est pratiquée chez nous, c'est la médecine occidentale. Elle est normative, nous connaissons les doses et c'est bon. Mais ça ne va pas vous étonner que sur les 100 millions ou 120 millions d'habitants de notre pays, vous avez la population qui est en majorité rurale. Il y a la médecine indienne, la médecine chinoise, mais il y a aussi la médecine africaine. Donc, derrière la case, il n'y avait pas seulement les matembele, pas les titourou, mais il y avait aussi les moudjibou, il y avait aussi d'autres plantes qui étaient des plantes médicinales. Et même aujourd'hui, peut-être vous allez aborder le volet, il y a ce que les gens appellent compléments ou suppléments alimentaires qu'ils consomment. Donc, quand quelqu'un vit, il doit non seulement manger, mais aussi se désintoxiquer et aussi se soigner. Alors, en termes modernes, nous, pharmaciens, nous disposons des listes des médicaments. Les médicaments à usage externe, où vous avez les antiseptiques, comme par exemple l'alcool, mercurochrome, alcool iodé, de l'eau oxygénée, devait être dans la trousse familiale. Les pansements devaient être dans la trousse familiale parce que les traumatismes légers ne manquent pas. Et puis, nous avons les médicaments de la liste 2. Donc, ce sont des médicaments qui sont contre la fièvre, qui vous soignent que de manière symptomatique. Quand il y a un signe apparent de la maladie, on va prendre tel médicament. Ne vous en faites pas. Même si vous avez pris ce médicament-là, au niveau de la formation sanitaire, chez l'infirmier, ce que vous appelez dispensaire, ou même chez le médecin, il y a un algorithme, comme je suis informaticien aussi. Donc, il y a un schéma qui vous donne la possibilité de savoir si vous avez pris tel médicament par rapport à tel symptôme, si ça répond oui ou non, quelle procédure à prendre. Donc, il y a un protocole. S'il y a la fièvre, on peut utiliser des méthodes mécaniques en prenant une serviette, en plongeant dans l'eau et en mettant sur l'enfant, mais on peut aller plus loin en lui donnant les premiers soins avec les médicaments contre la fièvre, un antipyrétique, soit en suppositoire, en sirop même pour les adultes. J'ai suivi les différents intervenants. L'automédication qui est faite, c'est fait de manière irrationnelle. Il faudra qu'il y ait la rationalité. Je n'autorise que, disons, la science n'autorise que l'utilisation de ces deux listes des médicaments. Nous, les spécialistes, nous savons quels sont les médicaments qui sont les médicaments à usage externe et la liste 2. La liste 2 sont les médicaments antipyrétiques, les antibiotiques à usage externe, parce que si c'est une plaie, on peut mettre aussi une pommade qui est antibiotique, on peut mettre un anti-inflammatoire qui permet, ça c'est pas une lésion, hein, mais s'il y a un traumatisme, on peut mettre. Si l'enfant joue au football, il se cogne et qu'il a une enflure, on peut déjà prendre les premiers soins avant d'aller à la formation médicale pour voir avec la radio, l'imagerie médicale s'il y a un problème ou pas.
Mais dès lors qu'il s'agit des antibiotiques à boire, des médicaments contre les vers intestinaux, vous avez des médicaments qui sont des médicaments du sommeil. Ce ne sont pas des médicaments d'automédication. Il y a des thés, il y a des tisanes que les gens peuvent prendre pour dormir. Si ça ne marche pas, vous allez chez le médecin, même si le médecin fait une prescription, quand vous venez chez les pharmaciens, ce sont des médicaments de la liste 6, où c'est fermé avec une clé. Je vais demander toutes les précisions pour dire que ce médicament-là, on peut le donner pour un temps bien éternel. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une population morbide, des gens qui prennent les bombés, parce que les bombés aussi donnent l'euphorie et ça fait dormir. Ce sont les jeunes, les gens ne trouvent pas parce que les jeunes là, ils n'ont pas les moyens de s'alimenter bien, ils tombent dans ces médicaments, comme par exemple les diazépam, les gens connaissent. Nzela Mukuse, non, ça c'est une automédication. Ça devient maintenant des drogues, ça devient toxique. Les pharmaciens sont là, non pas seulement dans l'aspect technique, mais dans l'aspect sociologique aussi, pour gérer la population. Vous conseillerez aux gens de prendre vous l'avez commencé un peu, vous avez appelé ça les compléments alimentaires. On en parle comme si ces compléments-là soignaient tout. Hein. Est-ce que c'est conseillé et dans quelle proportion? Je suis dans le numérique. Il y a ce qu'on appelle l'infodémie, c'est-à-dire l'épidémie de l'information. Il y a la fausse information qui circule, il y a des blogueurs qui veulent augmenter leur nombre de vues. Il y a des influenceurs qui veulent augmenter leurs pratiques. Et il dit voilà, ces médicaments soignent ceux qui ont par exemple un problème de sucre, glycémie, ça soigne immédiatement et totalement. Évidemment, il peut y avoir des plantes qui baissent les taux de sucre, mais qui ne les stabilisent pas. C'est pour ça qu'il faut venir chez les professionnels qui vous mettent un protocole. Il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens, il y a des pharmaciens, des médecins qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Tel que nous, là, nous sommes dans le domaine de la micronutrition et de la chrononutrition. Ça veut dire, qu'est-ce que vous mangez, à quelle heure et comment? Quelle est la manière de préparer cet aliment-là pour que vous tirez bénéfice de cet aliment-là? Et même la composition de l'assiette en une ration alimentaire et aussi en 24 heures. Quelles sont les proportions des assiettes que vous pouvez prendre? Docteur, est-ce qu'on pourrait encore avoir goût à manger? Si on dit, voilà, il faut des petites proportions du pain, le foufou, vous mangez 200 grammes, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, je vous dirais que c'est possible. Pourquoi? Parce que nous enlevons cette notion-là de quantification métrique, mais nous avons des estimations. Une poignée de main, hein, ce qu'on disait, kibakuli, vous prenez comme nos grands-mères les faisaient. Nous, là, nous avons mis au point des produits qui sont sur le marché. Et même mon maître, paix à son âme, j'ai 2 maîtres, c'est le je peux le citer, le pharmacien Tondele, qui a mis au point la méamycine, diazostimile, en 1900, disons, lors de la guerre de libération, en 1998, j'ai représenté le laboratoire à la foire de la libération et j'ai amené ce que l'industrie locale pouvait produire à partir de nos plantes. C'est diazostimile. Vous avez aussi mon maître, le pharmacien Bantangou Pessa, qui a mis au point Manacovid, qui a fait ses preuves, hein, pendant qu'il n'y avait aucun protocole. On parle du professeur Raoul, mais chez nous aussi, nous avons pu juguler avec. Ce qui est important, c'est la norme. Nous connaissons avec le savoir empirique, mais nous normalisons avec la standardisation. Nous le faisons au niveau des différents laboratoires pour permettre à ce que les produits qui sont consommés soient des produits des standards universels. Les autres continents le font, nous aussi ici, nous le faisons. Merci beaucoup, Dr Gauthier Nzola Bangala. Merci vraiment d'avoir été sur ce plateau de Chemie Critique. Nous nous posons la question de savoir quel était le regard des pharmaciens sur la gratuité de l'accouchement. Nous avons eu des réponses. Évidemment, aujourd'hui, la responsabilité immense revient à l'État. L'État a posé un acte de grande générosité, de grande responsabilité.
mais c'est un acte qui demande d'être assumé. Aujourd'hui, nous avons vu la joie des mamans, la joie des familles, et surtout la reconnaissance de ces bébés qui peut-être autrement ne seraient pas vivants. Parce qu'il a fallu que l'on puisse les mettre au monde. Merci donc d'avoir été avec nous. Nous n'allons pas vous lâcher, nous allons certainement vous rappeler à une autre occasion. Cette fois-ci, j'ai promis déjà que nous allons commencer par là où nous avons fini. Nous allons commencer par la nitro... Comment vous avez appelé ça? La micronutrition. Parce que, en ce qui concerne la nourriture, nous avons besoin de tout savoir. Ce sont des remèdes. Voilà. Et je vous dirais que le mangeur doit être le préparateur de son assiette. C'est vous qui devez choisir ce que vous allez manger. Voilà. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais rappeler à l'opinion que nous dotons aux pharmaciens toutes les capacités managériales et gestionnaires de pouvoir non seulement être techniciens du médicament, mais assurer leurs responsabilités telles que les prescrit l'ordonnance de 1952, où le pharmacien est responsable civilement, pénalement et même déontologiquement par rapport aux actes que les pharmaciens posent. Aujourd'hui, face à la couverture santé universelle, il y a des réponses. Il n'y a pas de patients du public ou du privé. Je me serais réjoui si vous aviez demandé comment est-ce que les privés vont s'en sortir s'il lui serait demandé de donner gratuitement des médicaments. J'en suis épargné, peut-être que les réponses viendront. Ce sont des interrogations aussi qui reviennent parce que sous d'autres cieux, vous savez qu'il y a des tiers payants qui bénéficient des médicaments partout où ils sont, qu'ils soient à Kasumbalesa, qu'ils soient à Aru, à Dungu, ici à Kikwit ou à Mwanda. Quand ils se présentent devant les pharmaciens avec sa carte de santé, s'il est classifié comme personne vulnérable, il va recevoir avec un coefficient de 100%. Les autres peuvent avoir des coefficients de 30%, de 70%, une partie couverte par la mutuelle ou les assurances, les autres parties couvertes par les gouvernements. Notre gouvernement a lancé la couverture santé universelle en prenant en charge la santé materno-infantile. Nous avons deux grands programmes qui s'occupent de ça. Il y a le programme de la santé et de la reproduction, mais il y a aussi le programme de la petite enfance, la PESIME, qui s'occupe de l'enfant de 0 à 5 ans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à 6 mois, mais nous pourrons arriver jusqu'à 5 ans à l'âge préscolaire pour que les enfants qui partent à l'école ne dorment pas. Beaucoup d'enfants ne réussissent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas mangé. Et donc là, c'est aussi un autre programme de la santé du bien-être qui va nous couvrir. Nous n'en finirons jamais d'en parler et vous avez vous-même évoqué les questions qui restent à être traitées. Vous avez gagné d'être réinvité et j'espère que vous aurez le temps, comme aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Chemin Critique. J'espère vous retrouver à une autre occasion. Mais d'ici là, portez-vous bien, soignez-vous bien. Chaque jour est une vie et chaque vie doit être protégée et soignée. Nous devons, comme on l'a dit notre invité, nous devons manger, nous devons nous désintoxiquer et nous devons nous soigner. Ça demande un investissement. Aujourd'hui, l'État a décidé d'accompagner, mais chacun de nous doit accompagner l'État aussi jusqu'au bout du bout. Au revoir et à la prochaine. Merci.